J'entrais dans l'étude avec la tenue intérieure que j'adopte lorsque la mémoire et le droit se croisent, un dossier rangé par onglet sous le bras, une cadence respiratoire assez basse pour ne pas laisser la nervosité choisir la vitesse du jour, un sens précis des étapes à venir, posés comme des jalons invisibles du couloir à la salle. La pièce offrait sa clarté fonctionnelle, murs pâles, bibliothèque de dos sombre, table large patinée par des années de signature, écran en veille prêt pour les annexes numériques, odeur nette de papier sain et de bois ciré. Je posais mes copies à gauche, bordées d'étiquettes sobres, relevés de comptes, inventaire, attestation, la dernière version certifiée de l'acte, la liste des annexes, et je passais la main sur la couverture translucide, comme pour vérifier que la surface extérieure correspondait à la calme solidité que je m'efforçais d'installer à l'intérieur. La chronologie qui nous avait conduits jusque-là tenait dans une série ordonnée d'événements administratifs, ouverture du fichier, vérification des titres, recensement des biens, calcul des réserves et quotités disponibles, mise à jour des bénéficiaires, archivage des versions antérieures, protocole d'authentification des pièces numériques et scellées sur les pièces papier. J'avais suivi ce chemin en préférant l'arpentage minutieux à la passion, certain que la paix domestique se gagne souvent dans la discipline des détails. Pourtant, en franchissant le seuil, une inquiétude sourde remonta comme une bulle sous la surface. La sensation de quelque chose d'infime déplacé dans la trame, une couture tirée, un bord qui accroche, un décalage quasiment imperceptible dans le grain du dossier. Je décidai de laisser cette alerte sans voix, notée en marge de mon attention, prête à être vérifiée si la procédure le permettait. Ma tante arriva plus tard, vêtue d'une assurance qui masquait mal l'attention. Son nom figurait sur les documents à double titre, héritière par la loi et légataire de certains objets à haute densité d'affect, gardienne autoproclamée de souvenirs qui l'avait parfois conduite à confondre l'habitude et le droit. J'évitais de lui prêter une intention. Je préférais me ranger derrière la rigueur de l'étude et m'accorder la neutralité active que j'emploie lorsque les jours réclament des colonnes réglées. Les autres s'installèrent, regards flottants, mains jointes, habitudes de famille qui se rejoussent d'elles-mêmes. Le cliquetis mesuré d'un clavier marqua l'ouverture du dossier dans le système, horodatage, numéro de protocole, appel des annexes, vérification des métadonnées. La salle respira en cadence avec la machine, comme elle le fait lorsque la technologie porte la charge d'un poids que nos liens auraient du mal à supporter. Au moment d'aligner les pièces, l'assistant disposa sur la table le jeu de copies papier issu du coffre de l'étude, dernière volonté, codicile, annexe descriptive, et à côté une chemise cartonnée apportée par ma tante, censée contenir des lettres à joindre pour mémoire. Mon œil accrocha alors un infime désaccord, épaisseur légèrement différente, découpe marginale à peine plus rugueuse, reflet du vernis si finement dissemblable que seule une familiarité prolongée avec ce type de papier pouvait en relever l'écart. Je n'en fis rien paraître, je me contentai d'ajuster mon stylo sur le carnet, prête à consigner tout indicateur qui justifierait un recoupement ultérieur. La procédure exigeait d'abord la lecture de la version enregistrée au protocole, et l'écran, au fond, attendait de porter la voix synthétique du texte pour rythmer le jour. Dans ce calme préparatoire, l'étude rappela les éléments de chaîne de conservation, scellés inviolables sur les originaux, boîte ignifugée, registre des accès, double archivage hors site, contrôle périodique. Je laissais ces mots me rassurer, je laissais aussi leur rigueur me rendre plus attentive à la moindre friction. Les pages allèrent se tourner dans l'ordre, des titres aux legs, des charges au partage, et, dans ce flux, je me promis de noter tout ce qui ne répondrait pas aux habitudes de mise en page, aux espacements, aux filigranes, aux alignements, ces petites choses qui, mises bout à bout, racontent la vérité d'un document autant que ses phrases. La lecture commença, ponctuée par les gestes sobres du notariat, doigt qui suit la ligne sans théâtralité, regard qui vérifie la concordance entre l'écran et la page, voix régulière qui tient la salle à distance des emballements. J'éprouvais aussitôt la stabilité douce que ces séances me procurent, quand la réalité accepte de se dire sans décor. Chaque paragraphe tenait sa place, réserve, part, obligation, legs particulier, clause de substitution, tout semblait suivre le plan que j'avais relu la veille. Pourtant, au détour d'un alinéa, la typographie bascula d'un quart de ton, interligne imperceptiblement serrée, corps de police à peine plus léger, micro-écart à l'œil nu pour qui ne cherche rien, signal d'alarme interne pour qui a catalogué des actes des nuits entières. Je ne m'accrochais pas à une illusion d'optique. Je reconnaissais le changement, discret, mais réel. Je posai la pointe de mon stylo sur le carnet et j'inscrivis 3 mots utiles. Changement d'interligne, marge droite, teint du papier. Ces notes, presque invisibles, me servirent de garde-fou pour ne pas me laisser emporter par une colère prématurée. Je savais que la procédure se suffirait à elle-même si l'écart se confirmait. L'étude disposait d'outils faits pour cela, loupe à lumière froide, repérage des filigranes par transparence, détecteur d'encre,
comparateur d'alignement de caractères, repassage par l'archive numérique horodatée. Je sentis mon pouls descendre. La technique serait notre colonne vertébrale. Lorsque l'alinéa litigieux fut atteint, un frisson discret traversa la salle, presque uniquement perceptible dans la manière dont deux coups se redressèrent et dont une chaise grinça. Le texte, à cet endroit, mentionnait l'affectation d'un bien et la désignation des bénéficiaires. Mon nom n'y figurait plus. Cette absence tranchée contrastait avec la version que j'avais relue au coffre 2 mois plus tôt. Je ne laissais pas l'émotion monter, je laissais monter la méthode. L'étude suspendit naturellement la lecture pour vérifier la concordance des pièces. L'écran appela l'archive scellée, horodatage antérieur, empreinte numérique du fichier, signatures électroniques, historique des consultations. La version affichée confirma ma mémoire. Mon nom tenait sa place dans la répartition telle que l'auteur l'avait conçue. L'écart était donc matériel, localisé sur le support papier mis à disposition pour lecture. Je notais le pivot, différence entre la trace numérique scellée et le feuillet présent sur la table. La loupe révéla des signes qui, à force d'habitude, deviennent éloquents, fibres du papier légèrement écrasées à la marge comme si une coupe avait été reprise, filigrane amputée d'une lettre, bord d'un grammage proche mais non identique, micro-perforation interne trahissant une substitution. L'encre, sous lumière froide, brillait d'un éclat différent sur 3 lignes, indiquant un apport plus récent. Le silence qui suivit n'avait rien de spectaculaire. C'était le silence d'une machine qui met ses roues dans la gorge prévue par la voix. L'étude constata, consigna, bascula dans le registre d'audit. Je me tins au bord, sans triomphe, sans douleur apparente, avec ce sérieux que la vérité réclame quand elle doit être portée sans qu'on l'écrase. La chaîne de garde fut déroulée en temps réel, historique des emprunts de la chemise litigieuse, signatures au registre, motif de sortie, identité des emprunteurs. Un nom apparut, celui de ma tante, lors d'une consultation la semaine précédente, sous prétexte de joindre des lettres annexes. Rien ne permettait encore d'affirmer, tout autorisait à vérifier. L'étude proposa d'activer la double preuve, retour au scellé numérique pour confirmer le contenu authentique, vérification des caméras de la salle de consultation pour comprendre la manipulation supposée. J'approuvais en silence, tout en notant les heures et la séquence des étapes comme j'empile des pierres plates sur la berge d'un fleuve. La vidéo de la salle de consultation fut appelée depuis l'archive interne, accès supervisé, masquage des visages non nécessaires, cadrage serré sur la table, mains, documents, accessoires. Je ressentis dans mon sternum un resserrement fugitif, immédiatement remplacé par une concentration presque douce. L'écran afficha un rectangle net, date, heure, identifiant de caméra, métadonnées en marge. On y voyait la chemise ouverte, les feuillets classés, un stylo à embout fin, un flacon de correcteur, une règle métallique, un coupe-papier, autant d'objets banals qui, sous l'œil d'une caméra d'archive, prennent une épaisseur de témoignage. Les mains de ma tante entrèrent dans le cadre avec la précision d'un geste déjà répété. Les doigts saisirent le feuillet concerné, la règle fut posée à 2 cm du bord, le coupe-papier glissa sous la marge, la lame fendit proprement le pli, la page fut remplacée par une autre, sortie de la pochette transparente visible à l'angle, la reliure fut reconstituée avec une pression prolongée, l'ongle lissa le bord, le correcteur fut dégainé pour effacer ce qui dépassait d'un trait trop haut, la nouvelle ligne, écrite d'une main sûre, s'inséra dans l'alignement comme une note, fausse jouée par un instrument accordé. La caméra, fixe, enregistrée sans juger. Un agrandissement montra la trame du papier différent, filigrane altérée, microfibre orientée à l'inverse du papier d'origine, grain de l'encre distinct, brillance sous l'angle. Le logiciel de l'étude, sans emphase, superposa la page originale scannée au fil de l'acte et la page litigieuse, mettant en évidence les écarts, espaces, alignements, textures de caractère. Les mains reviennent encore dans le champ, pressant une dernière fois, ajustant une agrafe, ajoutant une feuille à la pochette annexe, refermant la chemise. Chaque mouvement portait sa petite logique, chaque détail construisait la preuve. Je sentis mon dos se détendre contre le dossier, pas sous l'effet d'une victoire, plutôt sous l'effet d'une adéquation retrouvée entre le réel et sa représentation. L'étude consigna le constat, informa que la version numérique scellée restait la seule opposable, indiqua l'ouverture d'un incident de falsification, engagea la procédure de récupération de la page originale via l'image haute définition, réimpression sous contrôle de l'acte authentique, rétablissement de la lecture conforme, consignation de la page substituée. Le flux administratif roulait avec une efficacité sans ornement. Je me surpris à remercier intérieurement les garde-fous mis en place des années plus tôt, signatures électroniques, horodatage, scellé, politique d'accès, caméra au champ resserré, protocole de conservation, autant de rails posés pour éviter que les familles ne se détruisent sur la pente de leurs habitudes. La vidéo fut arrêtée. L'écran conserva le dernier plan. Main à demi hors champ, lame à côté de la règle,
pochette transparente entr'ouverte. Je me laissais traverser par une émotion sans bruit, mélange de fatigue, d'incrédulité, de reconnaissance pour l'impersonnelle exactitude des systèmes. Je notais dans le carnet une phrase courte. Ne pas confondre la bienséance et la vérité. Puis j'ajoutais en dessous 3 cases à cocher, rétablir, archiver, prévenir. Je rangeai mon stylo et j'attendis que la procédure reprenne son cours, confiante dans sa capacité à rendre au texte sa juste topographie. Le reste de la séance suivit un tracé sans accident spectaculaire. Réintégration de la page authentique, reprise de la lecture au passage concerné, réapparition de mon nom à l'endroit exact prévu par l'auteur, inscription au registre de l'incident, déclenchement des notifications, préparation d'un dépôt de plainte par l'étude au nom de l'acte lui-même, proposition de médiation interne pour limiter la casse relationnelle, rappel des peines et surtout, rappel de l'objectif premier, faire, aboutir la transmission conforme. Je sentis en moi une paix stricte, une paix qui ne cherche pas à humilier, qui préfère l'espace respirable à la revanche. Je pris ensuite en charge, comme je sais le faire, les suites pratiques, mise à jour de l'arborescence documentaire, insertion des captures d'écran horodatées, rédaction d'un mémo de synthèse, export des journaux d'accès, dépôt des pièces dans un espace sécurisé partagé avec les ayants droit, planification des rendez-vous bancaires ultérieurs, liste des biens à affecter selon la lecture rétablie, calendrier des enregistrements à venir. Le mécanisme administratif, une fois relancé, me permit de déplacer l'énergie vers le travail utile. Je triomphais de rien, je construisais. À la maison, je pris le temps de respirer dans les pièces où les objets attendèrent leur nouvelle place. Je passais la main sur les cadres, je vérifiais l'état des tiroirs, je répertoriais les clés, je mis de côté les carnets que le texte désignait pour qu'ils restent groupés, je rassemblais les lettres dans le dossier bleu mentionné, je nettoyais une lampe à l'abat-jour sensible, je réparais un patin sous un fauteuil. Ces gestes minuscules, répétés, me rendirent aux choses sans agitation. Je collais une étiquette sur une boîte, j'en retirais une autre devenue inutile, je consignais sur une feuille la nouvelle cartographie de la maison. Mon corps retrouva un rythme tolérable. L'étude poursuivit, de son côté, ses obligations, signalements, scellés, consignes, comptes rendus. Rien n'eut besoin d'être spectaculaire. Les faits suffisaient à leur propre poids. Je notais, non sans gravité, qu'un fil venait de se tendre pour longtemps dans la famille. Je refusais de le dramatiser. Je cochai la case prévenir dans mon carnet et j'écrivis 3 destinataires. Ma propre mémoire, mes gestes à venir, la place laissée au droit pour empêcher que l'affection ne se transforme en arme. Les semaines qui suivirent ancrèrent la scène dans la logique calme des suivis, formalités fiscales, enregistrement, remise de clés, ouverture de coffre, clôture de compte, transfert, attestation, acquisition de quittance. La boîte où je rangeais les preuves s'épaissit de copies légères, captures, extraits, accusés, autant de feuillets qui, loin de peser, soutinrent l'air autour de moi. La maison prit le visage voulu par le texte, ni triomphant ni blême, exact. Les objets migrèrent à bon port. Les dates cessèrent de claquer. La voix qui me gouverna durant cette période resta celle de la procédure, modeste mais ferme. Je retournais parfois à l'enregistrement de la vidéo, non pour en tirer de quoi alimenter le ressentiment, mais pour me rappeler que les systèmes ont été inventés pour nous protéger de nos penchants, que les caméras, les scellés, les horodatages, les signatures électroniques existent pour que les jours décisifs ne soient pas livrés au seul appétit des plus hardis. Je regardais les mains dans le cadre, non comme 2 ennemis, mais comme des preuves d'une fragilité humaine qui cherche des raccourcis. Je me promis de continuer à préférer le détour long de la méthode au chemin court de l'habileté. Je scellai enfin mon propre dossier. Index clair, référence des pièces, ordre des événements, image stable de ce que l'on avait vécu. J'inscrivis sur la tranche une date et un titre, transmission rétablie, et je rangeai la boîte au milieu d'autres boîtes qui disent, chacune à leur façon, la même leçon, la vérité a besoin d'outils. Je me sentis moins seule que la veille, accompagnée par des choses qui tiennent. Dans le calme revenu, je repris une vie sans récit permanent, des matinées ordonnées, des après-midi avec liste courte, des soirées sans bilan. Je touchais encore parfois la table de l'étude avec la paume de la pensée. Bois lisse, lumière neutre, écran à la bonne hauteur, procédures apportées, et je remerciais les métiers qui, en se disant sans bruit, empêchent les familles de se dévorer à force de légendes. Je gardais finalement de cette journée une image simple, rectangle d'écran, date en haut, code en bas, métadonnées en marge, main prise en défaut par la patience d'un appareil, et, en face, un texte redevenu exact par la grâce conjuguée des machines et des personnes qui les servent. Je conclus pour moi que la justesse ne se gagne pas par l'esclandre, qu'elle se gagne par des alignements patiemment construits. J'acceptais que la souffrance demeure au bord, sans s'imposer au milieu.
Je me laissais redevenir une femme qui tient ses colonnes, qui met des patins sous les pieds des meubles, qui écrit les dates en toutes lettres au dos des photographies, qui place une caméra au bon endroit non pour surveiller les siens, mais pour protéger l'œuvre de leur faiblesse.